notre temps propre, mais il faut bien se rendre compte que ça n'est pas du tout ce qu'on appelle un temps. C'est-à-dire, je répète, par exemple, les valeurs du temps cosmique de deux événements simultanés ne sont pas identiques. Et par exemple, un événement qui se produit au temps cosmique 13 milliards d'années peut s'être déroulé, entre guillemets, avant, mais ça n'a pas de sens, mais qu'un autre événement qui s'est déroulé à une valeur plus petite du temps cosmologique. Il ne faut absolument pas penser à ce temps cosmique comme un temps dans le sens habituel qui ordonne les phénomènes. Donc, il se trouve que quand on fait de la cosmologie vulgarisée, ça suffit d'utiliser ce temps, ça donne une bonne notion de ce qu'est l'âge de l'univers, etc., etc. Mais il faut se méfier si on veut utiliser cette notion. Nous allons prendre d'autres questions. J'indique, parce que des auditeurs m'ont posé la question, que toutes nos conférences sont en ligne sur le site de la Cité des Sciences. Donc vous allez sur Cité des Sciences et vous voyez dans la page d'accueil, il y a une partie conférences. Et là, vous verrez l'ensemble des conférences qui sont mises en ligne. Monsieur, une question sur la gauche. Merci. Merci pour votre exposé. Mais alors, à vous entendre, il doit être extrêmement frustrant d'être astronome. Parce que quand un astronome dit et regarde et perçoit à travers des instruments extrêmement puissants des galaxies à des centaines de milliers ou des millions d'années-lumière, en fait, il n'observe rien du tout. C'est très théorique, puisqu'il observe quelque chose qui était il y a quelques centaines de milliers d'années ou quelques millions d'années. Donc ça ne rime à rien, je veux dire, c'est extrêmement frustrant. Même quand vous regardez la nébuleuse d'Andromède, qui est visible à l'œil nu, enfin avec un peu de chance, vous ne voyez pas une nébuleuse. C'est purement théorique. Même puisque vous voyez un objet. Même quand je vous regarde. Vous voyez, oui, non, mais j'ai compris. Vous voyez un objet qui était là il y a 2 millions d'années, puisqu'en gros, c'est la distance. Donc c'est extrêmement frustrant. C'est tellement difficile de se l'imaginer. À la limite, à quoi jouent les astronomes, quoi? À quoi jouent les astronomes, puisqu'ils regardent, ils perçoivent des choses qui n'existent pas. Vous avez raison, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire d'expérience. C'est une science d'observation. Mais c'est même bien pire que ce que vous dites, parce que quand je dis j'observe une galaxie, qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai pas de contact avec cette galaxie. Cette galaxie a émis un certain rayonnement, mettons il y a 1 milliard d'années. Ce rayonnement s'est propagé dans l'univers il y a 1 milliard d'années, et ce que j'observe physiquement, c'est qu'aujourd'hui, il y a des photons qui m'arrivent, ils n'arrivent même pas dans mon œil en général, ils vont arriver sur le miroir d'un télescope, le miroir du télescope va les focaliser et les renvoyer sur... autrefois c'était un appareil photo, aujourd'hui ça va être une caméra, un détecteur électronique, qui va les transformer en un courant électrique, lequel va arriver dans mon ordinateur, et ensuite, à partir de ce courant électrique, je vais extraire l'information qui m'intéresse, et si j'ai envie, je vais en refaire une photo, et je vais dire j'ai la photo de ma galaxie, ou sinon je vais faire le spectre, et je vais dire je vais reconstituer la composition chimique de ma galaxie, ou je vais faire d'autres traitements. Donc, il faut bien se rendre compte que ce qu'on appelle observer, c'est finalement que mon dispositif de détection, par exemple ici ma rétine, reçoit des photons, c'est tout. Ces photons, ils transportent une certaine information. Quand je vous observe, eh bien, c'est des photons qui arrivent sur ma rétine et qui vont déclencher les récepteurs de ma rétine. Et toute l'information qui vous concerne, à partir de laquelle je vais reconstituer votre visage, etc., que je vois très mal, eh bien, elle est passée par là, par les interactions de ces photons avec ma rétine, qui ensuite sont traités dans des neurones, et puis arrivent au cerveau. Et bon, il y a toute une chaîne très intéressante. Mais donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que la physique nous permet de donner un modèle de ce que va être la galaxie lointaine, qu'on ne pourra jamais toucher. Et dans ce modèle, la galaxie émet un rayonnement. Le modèle décrit comment le rayonnement se propage jusqu'à moi. Le modèle doit permettre de décrire aussi comment ce rayonnement qui est arrivé, en oubliant tout ce qui s'est passé avant, comment, chargé de cette information, il réagit avec le télescope ou ma rétine, le détecteur, etc. Et d'après la théorie, je dois savoir comment reconstituer l'information. Et
Ça a l'air de marcher assez bien. C'est bon, c'est pas du tout frustrant. Une autre question ici où il y a beaucoup de questions. Oui, bonsoir, merci. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur la notion de loi covariante ou covariance en général, en parlant ou sans même parler de ces applications que les mathématiciens appellent de ce mot horrible de difféomorphisme. Excusez-moi. Merci. C'est un mot que j'aime beaucoup. Oui, non mais la covariance, c'est quelque chose d'extrêmement simple. En fait, pour moi, covariance, c'est le synonyme de géométrique. C'est-à-dire, la relativité est une théorie covariante, de la même manière que je dirais, par exemple, la géographie est une théorie covariante. Je vous donne un exemple. Vous êtes intéressé d'aller de Paris à Moscou. Bon, vous pouvez prendre votre globe terrestre, qui est une sphère, repérer Paris et Moscou, tracer un arc de cercle entre les deux et vous allez calculer la distance. Donc vous allez pouvoir estimer combien de temps avec votre petit avion vous allez mettre pour aller de l'un à l'autre. Bon, maintenant, vous pouvez prendre une carte et vous savez que sur une carte, il faut le trajet le plus court va être donné par une certaine trajectoire qui dépend de votre système de cartographie, et en appliquant les lois, le petit manuel qui est donné avec la carte, vous allez reconstituer de la même manière la distance entre Paris et Moscou. Donc, le globe et la carte vous donnent deux représentations de la surface terrestre. Entre les deux, je suis désolé d'employer ce mot, il y a un difféomorphisme. Mais vous voyez bien que vous utilisiez la carte ou que vous utilisiez le globe, ça ne change rien à la vraie géographie de la Terre. C'est-à-dire la distance entre Paris et Moscou, elle est ce qu'elle est. Vous pouvez représenter ça par une sphère, par une carte plane, par un cylindre, par la forme que vous voulez. Vous pouvez dessiner une carte sur une pomme de terre. Ça sera un petit peu plus compliqué pour faire les calculs. Mais chaque fois, c'est la même géométrie qui est vraie. D'ailleurs, quand vous allez dessiner la surface de la Terre sur une carte, c'est pas tout à fait vrai, parce que la surface de la Terre, elle est bosselée. Vous la dessinez sur une sphère ou sur un plan, vous allez toujours décrire les choses d'une manière un peu simplifiée, un peu déformée. Mais c'est une déformation dont on sait tenir compte, parce qu'on sait quand même comment il faut calculer les distances. Même, par exemple, si vous savez que si vous dessinez, vous essayez de dessiner une moitié de la Terre complète avec les pôles sur une carte plane, ça va être complètement déformé. C'est-à-dire qu'à votre œil, les choses vont paraître différentes. Par exemple, l'Antarctique va paraître beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand. Mais si vous avez le bon moyen de calculer les distances sur votre carte, vous trouverez les bonnes choses. Eh bien, c'est exactement ça, un difféomorphisme. Encore désolé. Et quand vous faites de la relativité générale, c'est pareil. C'est-à-dire que, par exemple, entre deux événements, il y a quelque chose qui est invariant, ce qu'on appelle un intervalle spatio-temporel. Mais ensuite, selon que vous allez donner une représentation ou une autre, et entre les deux, il va y avoir un difféomorphisme, je suis désolé, encore une fois, les choses restent les mêmes, la vraie géométrie reste la même, et c'est ça la covariance. C'est une autre manière de dire que derrière la représentation qu'on donne, avec telle ou telle carte ou globe ou ce que vous voulez, il y a une vraie géométrie fondamentale qui reste la même. Et précisément, quand on parle d'espace-temps, c'est la vraie géométrie. Quand on va parler d'espace et de temps, c'est une des manières que l'on a de voir les choses. C'est comme si, quand vous faites une cartographie, je sais pas, vous pouvez dessiner la cartographie à partir de la latitude et de la longitude, ou bien à partir de coordonnées polaires, circulaires, centrées autour de Paris, par exemple, ou bien centrées autour de Moscou. Chaque fois, vous allez avoir des représentations différentes. Ce sont des représentations différentes d'une même réalité. Eh bien, en relativité, c'est la même chose. Quand vous parlez d'espace et de temps, du point de vue de Monsieur X, ou bien d'espace et de temps d'un point de vue de Monsieur Y, ou d'espace et de temps du point de vue de Monsieur Z, c'est trois manières différentes de représenter la même réalité qui, en fait, est l'espace-temps. Mais l'espace, le mien, mon espace et mon temps n'ont pas plus de réalité que sur la Terre les coordonnées centrées autour de Paris ou centrées autour de Moscou. C'est pas la même chose. Dans la description, c'est pas la même chose, mais la coordonnée elle-même n'a aucune signification.